Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marc Jouze, bonjour. Bonjour. C'est ancien journaliste, désormais écrivain, auteur chez l'Harmattan de Victor de Villeurbanne, Groupons-nous et demain. Alors l'action commence dans les tranchées, on est le 10 novembre, la veille du 11 novembre. Votre héros, on ne va pas dévoiler toute l'histoire, mais dans l'histoire, à un moment donné, va être condamné à mort pour mutinerie. Vous avez vu que le Sénat, en début d'année, a refusé la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez porter demain aux commémorations? Alors demain, pour être honnête, je ne serai pas présent, je serai pris par d'autres obligations, mais il m'est arrivé d'y participer. Euh, il y a une caractéristique particulière à Villeurbanne, c'est que euh, l'histoire politique de la ville, qui est en fait une sorte d'histoire de la gauche française, puisque la gauche a été à la mairie de manière ininterrompue depuis 1892 jusqu'à aujourd'hui. Cette gauche, dans la période de la guerre, elle s'est déterminée de manière un peu problématique. La SFIO, les députés ont participé à l'effort de guerre, appelé les prolétaires qui devaient s'unir au plan planétaire à se tirer les uns sur les autres. Et ça a été une des grandes raisons de la scission au Congrès de Tours. Et on a retrouvé ça à la mairie de Villeurbanne. Donc je fais ce petit détour pour vous dire que après la guerre, à la mairie de Villeurbanne, on a décidé d'ériger un monument. Parce qu'il y a un jeune Villeurbanais qui est mort chaque jour entre 1914 et 1918. La grande boucherie, elle a touché les campagnes, mais aussi les villes ouvrières. Donc on décide d'ériger un monument aux morts, hein, mais particulier, sans Un aucune... monument pacifiste. Exactement. Pas de enfants martyrs à nos morts. Très sobre. Voilà. Donc, Les premières commémorations, d'ailleurs, à Villeurbanne, se font sans l'armée. absolument. Ce monument, il est inauguré en 1925 par l'équipe municipale dirigée par Lazare Goujon, hein, qu'on connaît pour les gratte-ciel ensuite. Et donc, il n'y a pas la fanfare militaire, il n'y a pas les autorités militaires, il n'y a pas les églises. C'est vraiment une cérémonie purement laïque et pacifiste. Vous étiez sur les listes de Cédric Van Stevendel au dernier municipal. Vous êtes d'ailleurs monté au conseil municipal il y a quelques mois. C'est quelque chose que vous allez porter auprès du maire de Villeurbanne, que l'armée ne soit plus présente aux commémorations du 11 novembre? Bon, je ne sais pas s'il faut calquer exactement et refaire ce qui se faisait en 1925 et dans les années suivantes, mais en tout cas, cette caractéristique particulière et ce positionnement pacifiste de la gauche villeurbanaise, ouais, c'est une bonne idée. J'en discuterai avec Cédric Van Stevendel pour voir comment on pourrait essayer de renouer avec cette tradition. Et votre livre, c'est un moyen de réhabiliter ces mutins de la guerre? À la guerre de 14, je ne sais pas vous, Raphaël, mais moi, c'est un événement dans le siècle où je suis né, enfin au début du siècle où je suis né, qui m'a toujours interrogé, travaillé. J'ai beaucoup lu sur des romans sur les guerres de 14-18. C'est vraiment une violence incroyable faite à notre siècle, à notre 20e siècle. Et donc, évidemment, mon héros, bah, il va prendre pendant les 2 ans et demi où il est dans les tranchées des paquets de violence incroyables. Bon, il s'en sort physiquement sans blessure, mais il est traumatisé, hein. Donc il y a une violence qu'on va sentir tout au long du livre en lui ensuite. Et puis, il se mutine et il paye cher sa mutinerie. Donc, effectivement, c'est ce qui ouvre le livre, mais c'est important, comme c'est important dans le siècle. Vous avez écrit ce livre, sans doute vous l'avez commencé, à un moment donné, on n'imaginait pas revoir une guerre des tranchées en Europe, sur notre continent. Et puis elle a surgi au cours de l'écriture. Comment ça s'est intégré, ça, dans votre écriture? Ben, c'est vrai que cette guerre de 14-18, c'est en fait un affrontement de tous contre tous en Europe, hein. C'est vraiment le continent est à feu et à sang. Et tout le monde le sait, on l'a appelé pendant quelques années la der des der. Plus jamais ça, quoi. Et puis, ben, voilà, il a fallu une vingtaine d'années pour que on reparte en guerre et que là, le monde entier soit bouleversé. Donc oui, ça m'a malheureusement, ça m'a pas surpris au sens où cette guerre-là, non, elle n'a pas servi de leçon, quoi. Les nationalismes se sont affrontés et on se dit aujourd'hui que c'est loin d'être terminé, quoi, malheureusement. On ne va pas spoiler tout le livre, mais quand même obligé de dire qu'il
il va survivre à la guerre, à la Grande Guerre, et puis il va revenir à Villeurbanne. Votre personnage principal est issu des milieux populaires villeurbanais, mais milieu populaire où il y a quand même un intérêt pour la culture. Il y a une écriture, lui il écrit régulièrement. C'est un peu aussi votre histoire. C'est vrai, moi je suis. Mes deux grands-pères étaient mineurs de fonds à Saint-Étienne, donc deux familles ouvrières. Et mon père a toujours peint, écrit, dessiné. Alors d'où ça lui venait? De son grand-père à lui, c'est un arrière-grand-père que j'ai connu, qui était un enfant de la DAS dans les campagnes de la Loire. Et alors là, par quel miracle cet homme a accédé à la lecture? Je crois qu'il a eu son certificat d'études, il est sorti premier de son canton. Euh, voilà, c'était un petit paysan modeste, mais qui était connu pour ses talents de tueur de cochons. Puis quand on tuait le cochon, on faisait la fête, et c'était un raconteur d'histoires incroyable. Et moi, j'ai des souvenirs d'enfance de cet arrière-grand-père. Donc, c'est mystérieux dans les familles populaires, ouvrières, qui sont souvent privées par tout un tas de phénomènes de l'accès à la lecture, à la culture. Il peut y avoir un homme ou une femme qui sème la petite graine de la curiosité, du goût de la lecture. Et donc, oui, c'était mon cas dans ma famille. Et puis, oui, Victor, mon héros de papier, a connu ça aussi. Ouais. Et on va être plongé dans le Villeurbanne de l'après-guerre, qui est le Villeurbanne, qui n'est pas encore le Villeurbanne des gratte-ciel et de Lazare Goujon. C'est une autre période. À quoi ressemble Villeurbanne à ce moment-là? Alors Villeurbanne, c'est plutôt à cette période encore des quartiers qui sont reliés entre eux un peu difficilement. C'est la mairie est sur la place aujourd'hui baptisée Jules Grand Clément, mais à l'époque c'était le maire, hein, avant Lazare Goujon. Et puis il y a les Charpennes, qui étaient un des quartiers historiques à la frontière avec Lyon, donc un quartier un peu malfamé où les gens venaient boire moins cher, où se fomentaient les révoltes sociales. Voilà, les canuts, par exemple, semble-t-il que c'est là que ça s'est préparé. Voilà. Et puis il y a le quartier Bonne-Terre, et c'est très industrieux. C'est-à-dire qu'il y a des usines, essentiellement textiles à cette époque. Les soieries Gilet, par exemple, la teinture sur soie, c'est la plus grande usine. Voilà. Et puis le textile, beaucoup, le tulle, qu'on tissait aux Charpennes. Et puis des industries plus neuves à l'époque, mécaniques, électriques. Donc c'est vraiment une ville où il y a des cheminées partout, où il y a des usines partout, 60 000 habitants. Donc c'est un village encore à la fin du 19e et qui croît à vitesse grand V. Bon, aujourd'hui, 160 000, mais beaucoup moins d'usines. On parlait d'usines et on va retrouver l'usine Marius Berrier, qui est un peu le Taylor français. C'est ça. Moi, j'ai grandi à Vénissieux, donc proche de cette usine de fabrication de camions qui portait encore à l'époque le nom de son fondateur, Berlier. 13 000 ouvriers encore, ouvriers, techniciens et cadres, 13 000 salariés dans les années 60, donc à l'époque où j'ai grandi dans cette ville Vénissieux. Et donc, effectivement, le héros va chercher du travail sur Villeurbanne. Son carnet militaire l'empêche il est un peu tricard, si on veut, l'empêche de trouver du travail dans sa ville, et il va s'embaucher à l'usine Berlier de Vénissieux. Comme vous dites, c'est l'expérimentation dans les années 20 du système Taylor, donc où le travail est séquencé, coupé en petits morceaux, et où les ouvriers, qui étaient historiquement des artisans, sont dépossédés un peu du sens de leur travail. Donc, et en même temps, ça marche, c'est la grande production, quoi. Ouais. Victor de Villeurbanne par Marc Hughes. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Raphaël, il y a de l'amour, de l'amitié, c'est un roman aussi, hein.